Alors bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc merci pour votre patience. On a eu un tout petit problème technique qui a été réglé. Donc du coup, je vais pouvoir enchaîner sur la conférence d'aujourd'hui qui va parler de la plongée avec les requins. Alors, plonger avec les requins, c'est un grand mot. Évoluer avec les requins, interagir avec les requins sont aussi des termes qui ont de la valeur, en tout cas dans ce qu'on cherche à expliquer, ce qu'on cherche à démontrer. Et pourquoi est-ce qu'on réussit finalement à côtoyer ces animaux qui sont des prédateurs euh, aussi facilement, j'ai envie de dire, alors que sur Terre, certains prédateurs tels que les lions, les ours polaires, les hippopotames, les tigres, etc., sont des dangers pour nous. D'où est-ce que ça vient cette possibilité de pouvoir réussir à évoluer avec ces prédateurs marins, alors que sur Terre, on est incapable de pouvoir le faire avec des animaux qui côtoient, je dirais presque beaucoup plus notre quotidien que celui du bipède qui a décidé de prendre un scaphandre et de s'immerger sous l'eau avec les requins. Eh bien tout ça, c'est créé grâce au milieu liquide. L'environnement liquide nous permet, en tant que plongeur, d'évoluer dans un milieu qui n'est pas le nôtre, mais surtout de ne pas être confondu par une proie naturelle du requin. Sur Terre, nos prédateurs ont été habitués avec le temps et réédités, et bien tout simplement considérer l'être humain comme une menace ou une source potentielle de nourriture. C'est d'ailleurs pour ça que certaines fois on s'accrochait dans nos arbres à l'époque de la préhistoire pour se protéger des tigres à dents de sabre, qu'on allait dans des grottes pour éviter de se faire attaquer par des ours. Ces prédateurs terrestres se sont habitués à la rencontre avec les humains, mais ont aussi considéré que les humains pouvaient être dangereux pour eux. Pour autant, lorsqu'on arrive dans l'eau, on recommence tout à zéro. Cette fois-ci, on s'immerge, on a un détendeur, une combinaison, une bouteille. C'est la première fois que l'être humain est en contact du requin. C'est la première fois que le requin est en contact avec Homo sapiens. Et ce milieu liquide va nous permettre justement, eh bien, par cette méconnaissance, de permettre au requin eh bien, de voir que l'homme est quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté va l'attirer. Tu veux que je le mette? Ouais, mais quand je le mets comme ça, après, j'ai l'impression que ça fait un peu plus fort. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc voilà, on va se retrouver à pouvoir évoluer avec les tigres et les lions des océans. Ici, requin bulldog, plusieurs vidéos auparavant avec du requin tigre, requin peau bleue, grand requin blanc. Qu'est-ce qui a rendu possible ces interactions? C'est ce milieu dans lequel on prend conscience que les requins n'ont jamais eu aucune raison d'avoir peur de l'homme, mais n'ont aussi jamais eu aucune raison d'avoir envie de les manger. Et quand on part de ce constat, eh bien, on peut se permettre la rencontre, l'interaction, avec deux protagonistes qui ont envie de se rencontrer. Si requin bulldog, une femelle qui s'appelle Tache Blanche, avec laquelle j'ai pu interagir pendant des dizaines d'années au Mozambique, en tout cas une dizaine d'années au Mozambique. Vous avez ici des requins peau bleue aux Açores, donc espèce de requin parfaitement élégante. Et quand on se retrouve finalement au contact de ces animaux-là, on prend conscience eh bien, que la méconnaissance de la réputation qu'on leur donne est absolument mal attribuée. Regardez un petit peu, une rencontre tête contre masque entre un peau bleu, et c'est aussi délicat que ça. Je pense que aucun prédateur terrestre ne nous autoriserait une telle promiscuité, une telle, un tel échange. Ça, c'est lorsque je travaillais aux Bahamas. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir porter des combinaisons en côte de maille pour attirer les requins et en tout cas les avoir de plus près de moi. Donc là, il y a le contact. Et à partir du moment où on effectue le contact avec le prédateur, eh bien, il y a quelque chose qui se crée d'indestructible qui vous permet en fait au requin de ressentir votre énergie. Et de là, vous pouvez avoir l'envie de parler des requins, en tout cas de parler en leur nom. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais parler au nom des requins pour essayer de vous faire comprendre que ces animaux-là eh bien, ne sont pas aussi dangereux qu'on a pu nous le dire. Grand requin blanc, c'est une femelle scarboard, 5,50 m, à Guadalupe au Mexique en 2016, et qui va gentiment passer entre le caméraman et moi-même. On était sur un reportage de la BBC. Et quand on sort de l'eau, qu'on a vécu un moment comme celui-ci, on se dit waouh, j'ai envie de le revivre, mais j'ai surtout envie de le repartager. Et vous allez voir un petit peu, donc les images sont mises au ralenti, bien entendu, parce qu'un requin blanc nage beaucoup plus vite que ça. Mais lorsque vous avez 1,5 tonne de curiosité qui s'approche de vous et qui décide juste de partager un petit moment en intimité avec vous, ça émeut, ça importe, enfin, ça inflige le respect, l'humilité. Et là, on se dit, ok, d'accord, il vient de se passer quelque chose. Ça, je serais incapable de le faire avec un ours blanc. Ça serait impossible de pouvoir le faire dans la jungle avec un tigre. Alors, pourquoi et comment on a réussi à
pouvoir s'immerger au contact des requins sans avoir des problèmes comme on a pu avoir avec d'autres animaux terrestres. Et ben, c'est ce que je vais essayer de faire, de vous expliquer en tout cas pendant cette conférence, parce que c'est très compliqué de parler de l'interaction homme-requin, surtout parce que ça prend énormément de temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui vous permettraient de pouvoir savoir demain comment réagir avec votre requin-tigre quand vous plongerez dans l'eau avec. Par contre, je vais vous donner des petits conseils que vous pourrez mettre peut-être à contribution lors de vos futures rencontres avec les requins. Alors, avant de parler un petit peu de tout ça, qui on est? Shark Education, c'est une entité qui a vu le jour en 2011 avec la volonté de vouloir permettre aux plongeurs d'interagir avec toute espèce de requin confondu. On travaille avec quand même 24 espèces de requins dans 32 espèces de requins sur 24 destinations, excusez-moi, et on s'est fait connaître par l'envie de pouvoir interagir. Alors, voir un requin, c'est bien, interagir avec, c'est encore mieux. Et ça vient d'où l'interaction? Ça vient de la volonté de l'animal qui va décider de venir prendre des informations plutôt que de voir un passage. Et il faut savoir que par expérience, 99% des rencontres avec les requins sont des fuites d'animaux qui ne veulent pas voir les plongeurs. Donc, comment fait-on pour réussir à avoir le 1% où ce dernier va avoir envie de s'approcher de nous et de vivre une seconde, 30 secondes, 5 minutes d'intimité en votre compagnie? Alors, généralement, quand je fais des conférences, je les fais sur des plus petits nombres et je sonde un petit peu le public pour éviter que tout le monde s'endorme et je pose des questions sur les requins. Puisqu'une bonne interaction commence toujours par la bonne reconnaissance des espèces avec lesquelles on évolue. Ici, un requin-tigre. On va redéfinir un petit peu ce terme de l'interaction qui, pour moi, est très important. Une interaction dans le langage courant, c'est l'action ou l'influence réciproque qui va s'appliquer entre deux espèces ou plus. Pourquoi est-ce que ce mot réciproque il est important? Parce que très régulièrement, les gens viennent me voir en me disant: vous avez vu le requin, il m'a attaqué, le requin a été agressif envers moi, comment ça se fait? Comme si les gens subissaient finalement leurs interactions, alors que dans une interaction, il y a minimum deux interlocuteurs, deux protagonistes. Et on s'en rend pas compte, mais l'être humain est responsable d'au moins 70% de toutes les interactions qu'il fait sous l'eau avec les animaux. Attention, la plongée avec les requins n'est pas une activité innée. C'est une activité qui s'apprend à pratiquer de préférence avec des guides expérimentés. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux des champignons qui poussent un petit peu partout avec de pseudo-spécialistes qui s'improvisent en ayant fait 30 plongées avec les requins et qui subitement se disent des vrais adeptes de la plongée avec les requins. Alors méfiez-vous de ce que vous voyez aujourd'hui sur Internet. Le spécialiste ne se proclame pas spécialiste. Pour moi, un spécialiste, il n'a pas fait bac plus 7. C'est une personne qui est sur son terrain avec ses animaux tous les jours et qui est au contact de ces petits requins et qui permet de mieux comprendre comment ces animaux évoluent. Du coup, plonger avec les requins. Alors ça, c'est un requin océanique. Il y a une maquette sur le stand 22, là, si vous voulez aller voir à échelle 1. Comment est-ce qu'on comprend un requin? On commence par comprendre les requins en essayant de redessiner leurs sens. Les requins, ils ont 7 sens, c'est-à-dire 2 sens de plus que les humains. Ils ont des sens de détection à longue portée. Ils peuvent entendre jusqu'à plus de 10 km. Ils peuvent ressentir jusqu'à plus de 4 km. Et ils peuvent aussi avoir le toucher à distance par les vibrations jusqu'à 200 mètres. Avant même de voir le requin, lui, c'est déjà quel bruit vous faites, quelle odeur vous avez et quelle vibration vous générez par vos mouvements. Si le requin n'est pas intéressé, jamais vous ne le verrez. Par contre, s'il décide de poursuivre une inspection, il va s'approcher de vous et il va utiliser ses sens de détection à courte portée. Alors, un requin voit très bien, contrairement aux idées reçues. Il peut voir en fonction de la visibilité jusqu'à presque 50 mètres, en fonction des couleurs que peuvent avoir votre matériel. Et ensuite, il va pouvoir, en fonction des distances auxquelles il va s'approcher, ressentir votre bioélectricité. Une bioélectricité, c'est si vous faites un mouvement musculaire comme celui-ci, vous générez à peu près 50 Hz de bioélectricité et il sera donc capable de pouvoir ressentir l'électricité que vous générez. Si ensuite il décide de venir encore plus près, on aura le toucher et le goût qui se fait donc en contact direct. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'un requin, dans son environnement, va vous inclure, va inclure également tous les paramètres qui l'entourent, c'est-à-dire où se trouve la surface, où se trouve le fond, où se trouve le récif corallien, où se trouvent les autres habitants de cet écosystème dans lequel vous évoluez. Et il va essayer donc de prendre en compte les différentes zones d'évolution. Alors une zone d'évolution, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un requin peau bleue pris en photo en Afrique du Sud. Une zone d'évolution, c'est une bulle dans laquelle chacun d'entre nous évoluons avec des perspectives qui sont plus ou moins différentes. Nous, les êtres humains, notre peau n'est pas notre dernière barrière face au monde extérieur. On évolue avec des bulles. On a notre bulle intime dans laquelle on accepte le bien-aimé et la famille. On a la zone personnelle, donc c'est les copains, les collègues de travail, la zone sociale ainsi que la zone publique. On a tous ici des zones et des bulles d'évolution qui sont tous très différentes.
Et par exemple, pour vous donner justement l'exemple de différentes bulles, on a tous dans notre milieu professionnel toujours une personne qui va nous parler beaucoup trop près de notre visage et qui nous agresse un petit peu, on se sent violé parce que cette personne s'invite dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Quand vous vous retrouvez dans les transports en commun, entouré à l'heure de pointe de gens que vous ne connaissez pas, subitement vous vous trouvez un petit peu stressé, eh bien, ces bulles sociales elles vont vivre avec nous. Moi, par exemple, quand j'ai un grand requin blanc qui s'approche de moi, j'ai une zone d'intimité qui me permet d'accepter le grand requin blanc du fait de l'expérience et de la rencontre que j'ai. Je doute que certaines personnes aient autant d'aisance avec la présence avec des grands prédateurs. Alors, certains, pourquoi pas, mais on a tous justement ces bulles qui vont évoluer en tant que plongeurs avec notre expérience et nous permettre de pouvoir eh bien, commencer à accepter les requins dans des zones un petit peu moins proches. Les requins, eux aussi, vivent dans des zones. Ils ont une bulle intime, une bulle personnelle, une bulle de confort. La bulle intime fait contourne le corps de l'animal, la bulle personnelle fait 2 fois sa taille et sa zone de confort est donc au-delà. Un requin, si vous décidez de vous approcher de lui et que vous n'êtes pas invité dans sa bulle d'intimité, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'en aller. Imaginez 2 bulles imaginaires de confrontation entre l'homme et le requin. Quand vous voyez le requin qui va casser son air à 90 degrés devant vous, il vous annonce que c'est la distance minimale à laquelle il acceptera l'interaction. Moralité de tout ça, vous n'êtes pas à l'initiative de l'approche, vous laissez toujours les animaux s'approcher de vous. Et ça devra toujours fonctionner comme ça. Alors, parlons aussi maintenant de l'environnement, on va parler de ce qu'on appelle les espaces d'évolution. Alors, on voit que les requins, ils ont une bulle d'intimité, tout comme nous, mais par contre, un requin qui s'approche à différents niveaux de profondeur ne veut pas forcément dire la même chose. Quand un requin va nager en dessous d'un être humain, il va plutôt l'observer. Il va utiliser comme sens sa vue et l'audition. Est-ce que vous savez pourquoi les requins ont le ventre blanc et le dos foncé? C'est du camouflage. Parce que dans le bleu des abysses, quand vous regardez un petit peu en bas, si un requin a le dos foncé, il y a de très fortes chances pour que vous ne le voyez pas. Donc, un requin qui nage en dessous d'un plongeur peut facilement se camoufler, observer, entendre, et si subitement l'investigation ne lui intéresse pas, il disparaît. Si par contre il est intéressé, il va monter à votre niveau. Et à votre niveau, il va utiliser tous les sens. Il va utiliser sa vue, il va utiliser son odorat, qui est généralement pour un plongeur fait de néoprène et de crème solaire. Ensuite, il va se rapprocher de vous et essayer de détecter les mouvements que vous générez par le toucher à distance. Et s'il a envie, il viendra inspecter parfois même jusqu'au contact. 99% des interactions positives homme-requin ont lieu au même niveau de profondeur. Et pour finir, si un requin vient nager au-dessus de votre tête, eh bien, il vous affirme sa dominance. Pourquoi? Il y expose la partie de son corps qui est la plus fragile, son ventre. C'est là où de toute façon la peau est la moins épaisse. Sa vue, qui est bilatérale et plus ou moins portée vers la surface, ne voit pas ce qui se passe en dessous. Il vous montre qu'il vous domine ou qu'il vous ignore. Une attention particulière doit être portée sur les animaux qui nagent au-dessus de vos têtes. C'est très important. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de nous, les humains. On est extrêmement maladroit lorsqu'on s'immerge dans l'eau. On fait beaucoup de bruit. Et puis, surtout, on dérange extrêmement les animaux. L'interaction, je connais jamais personne qui s'est engueulé tout seul, sauf quand on tape un petit peu un coin de table avec son pied ou quand on a effacé un dossier dans l'ordinateur qui était important, il y a toujours un interlocuteur. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, eh bien, vous êtes responsables, les humains, dans l'eau, d'au moins 70% des interactions hommes-requins. Les requins, eux, subissent finalement votre présence et décident de rester ou de partir. J'aime bien utiliser, quand je fais de la plongée requin, le parallèle du cinéma. Pourquoi? Parce que quand je vais au cinéma, eh bien, je vis une action. Si je décide à un moment donné d'aller aux toilettes, le film continue. Et puis quand je reviens, j'ai une partie du film que j'ai pas vue. Je peux pas revenir en arrière, contrairement aux plateformes où, aux plateformes, je peux faire une pause, aller me faire cuire une pizza, aller aux toilettes, revenir. L'action, vous décidez de plus ou moins comment elle s'arrête. Alors que lorsque vous êtes avec les requins, l'action, elle est en continu. Vous amorcez quelque chose, vous allez être obligé d'avoir un début d'interaction, un milieu d'interaction et une fin d'interaction. Donc, vous pouvez enclencher quelque chose sous l'eau avec les requins, mais vous devez être capable de pouvoir le terminer avant même de le débarrer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a différents niveaux de prudence quand vous êtes plongeur à adapter avec votre niveau de plongée, mais aussi avec la tolérance avec laquelle vous allez pouvoir supporter des animaux dans votre environnement. Et donc, pour utiliser le parallèle de la conduite automobile, eh bien, lorsque vous avez subitement votre permis, vous n'allez pas tout de suite aller complètement ivrogne sur la route, dans une route nationale où il n'y a pas de visibilité, il pleut, parce que bien sûr, c'est bien dangereux, il y a des accidents. Vous allez adapter votre niveau de conduite avec votre niveau d'expérience. Eh bien, sous l'eau avec les requins, c'est exactement la même chose.
Le souci, il est que les humains, allez savoir pourquoi, on cherche toujours à nous dépasser, à chercher nos limites. Et il y a toujours cette petite ligne rouge là qui se trouve devant nous, où quand on frotte cette petite ligne rouge, on fait des choses un peu folles, et quand on la dépasse, on fait des choses dangereuses. En conduite automobile, c'est pareil. En plongée sous-marine, c'est la même chose. Vous n'allez pas subitement, avec un niveau 1 de plongée, vous mettre dans 60 mètres d'eau avec un courant très fort en présence de requins tigres. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc il faut adapter son niveau de plongée à l'exigence du milieu dans lequel vous évoluez. Ne dépassez pas cette limite. Pourquoi? Parce que en voiture, le risque que vous prenez, c'est quoi? C'est de mettre la voiture contre le mur ou contre un arbre. Par contre, le requin que vous avez amorcé, vous ne pourrez pas le désamorcer. Et il devra terminer son interaction avec vous. Et parfois, ça peut mal se terminer. Donc, soyez prudent dans les approches et les interactions que vous allez engager avec les requins. Les deux maîtres mots de la plongée requin qui doivent résonner dans vos têtes, c'est respect et humilité. Alors maintenant, je pose toujours une petite question. Pourquoi les femmes ont une espérance de vie toujours beaucoup plus longue que celle des hommes? Alors, il y a souvent qui disent bah, parce qu'elles travaillent moins ou machin. Non, rien à voir. Parce que les femmes font preuve de bon sens. À quel moment c'est une excellente idée de se mettre dans l'eau avec des alligators en pensant, après avoir bu une petite Budweiser, que rien ne va nous arriver? On cherche systématiquement à dépasser nos limites. Et des gens qui font des stupidités avec les requins, j'en ai vu un nombre pas croyable. Moi, les requins, même pas peur. Et ils vont la tête baissée et ils se mettent dans des situations ou des confrontations qui sont absolument absurdes. Regardez, cette histoire-là, en fait, c'est dans un zoo où une femelle rhinocéros était en train de mettre bas. Ce gros mâle a décidé de se mettre, en fait, de tuer le petit au moment où la femelle était en train de mettre bas. Et le soigneur est arrivé en pensant croire son rhinocéros, il le soigne depuis 15 ans, et le rhinocéros a complètement retourné la voiture. C'est là qu'on fait la grosse différence entre croire et savoir. Et ça, pareil, ce sont deux choses auxquelles vous devez faire extrêmement attention quand vous êtes dans l'eau avec les requins parce que ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. À quel moment on se dit, qu'en faisant un safari avec les lions dans la savane, c'est super bien de sortir et de se dire que pas de problème, les lions, de toute façon, moi je connais. Oula, regardez, ah, je vais mettre la main sur le bord quand même, on sait jamais. La fin de la vidéo ne nous racontera pas ce qui s'est passé. Soyez humble et respectueux. Parce que sur Terre, voilà ce qui peut se passer. Sous l'eau avec les requins, on peut retrouver les mêmes situations. Alors pour éviter de se retrouver dans ces situations-là, je vais vous expliquer, je vais en tout cas vous montrer certaines zones d'interférence, certaines choses qu'il ne faut pas faire pour éviter de vous retrouver en confrontation. Alors, on arrive dans l'eau. Il y a des plongeurs parmi nous, dans l'audience? Alors, pour les non-plongeurs, il faut savoir qu'un être humain, quand il se met dans l'eau, il fait beaucoup de bruit. Il utilise des GoPros qui font du bruit. Ces bulles dans l'eau sont extrêmement bruyantes. Il a un appareil qui s'appelle un ordinateur de plongée qui bip en permanence quand le profil est mal respecté. On a des ondes de pression saccadées lorsqu'on nage. Ça représente finalement les sens de détection à distance, des touchés à distance par les lignes latérales. On a une activité cardio-respiratoire qui est beaucoup plus élevée parce que l'action de respirer est beaucoup plus importante. On a les mauvaises attitudes, un plongeur qui a peur face à un requin et qui décide de partir, ou un plongeur qui décide de se transformer en prédateur et qui court après le requin pour faire sa photo. On ne s'amuserait pas à faire ça dans la jungle avec les lions, bien sûr. Et puis, il y a l'utilisation d'éclairage artificiel qui peuvent perturber le comportement des requins. Alors, la vidéo qui va suivre vous montre tout un tas de mauvaises choses à ne pas faire avec les requins. Alors, n'allez pas vous imaginer que c'est systématiquement comme ça qu'une interaction homme requin se passe. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Alors, palme de couleur claire. La femme sort son tuba, elle a la musique des Dents de la Mer dans la tête. Elle rétropédale face à l'approche d'un requin océanique qui est un animal très curieux. Mouvement frénétique, rétropédalage, stress, couleur contrastée. Le requin va décider de s'approcher jusqu'à ce que la caméraman vienne se positionner entre le plongeur et le requin. Rappelez-vous ce que je vous disais, quand on fait des petits flapos en surface comme ça avec ses palmes, eh bien tout ça, ça peut attirer les requins parce que ça génère le bruit d'une proie en détresse. Mouvement frénétique et rétropédalage, il ne faut jamais, au grand Dieu, jamais reculer face à l'approche frontale d'un requin. Une Instagrammeuse, influenceur, c'est super, je vais descendre avec ma GoPro, montrer que je fais des films trop bien avec les requins. Et là, subitement, elle oublie que, ah, bah oui, c'est un prédateur. C'est un prédateur qui est imprévisible. Garde-le en tête. Mouvement brusque, stress, chose à ne pas faire. Il faut être un peu comme Bouddha en plongée sous-marine. Alors, c'est facile à dire. Quand on est face au requin, c'est difficile à faire. Voilà un champion du monde. Lui, il a décidé de dompter le requin avec ses palmes de couleur claire, les contrastes à éviter le plus possible avec les requins, parce que le requin, en fait, je vais vous faire une petite pause avant de voir l'image.
tout ce qui est clair et contrasté pour le requin représente la chair à nu d'un poisson. Donc, si vous plongez, il faut plutôt plonger en mode ninja style et être complètement noir pour éviter d'avoir des taches blanches qui pourraient représenter un animal blessé. Eh bien, regardez ce qui va se passer ici. Petit écart, hop là, ça a fini se terminer en morsure. Pourquoi? Parce que le plongeur a amorcé quelque chose qu'il n'était pas capable de désamorcer. Couleurs contrastées avec les palmes. Alors là, ça, c'est les palmes du futur. On met des couleurs dans tous les sens. Je pense qu'il doit y avoir du matériel adapté, finalement, à la plongée avec les requins et ne pas plonger avec n'importe quoi dans tous les sens. Voilà, donc ça, c'est un mako qui a été mordre la palme d'un influenceur. Couleurs contrastées encore. Vous allez voir que le requin va aller sur le parachute argenté du plongeur. Donc voilà, ça c'est tout un tas de petits exemples qui montrent que bah, parfois on n'est pas les bienvenus et il faut recevoir le message positivement et tout simplement sortir du territoire des animaux. Rappelez-vous que ce seuil de tolérance que les requins ont avec les humains, aucun animal terrestre ne l'aurait. Capitaliser des dizaines et des dizaines de minutes face à des requins prédateurs, voilà, ça c'est pareil d'autres exemples. Les couleurs, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Tout ce qui est lumière et couleur, il faut vraiment essayer de plonger le plus sombre possible. Lumière artificielle. Ça, la vidéo qui va suivre est une erreur que j'ai faite, où j'ai un grand requin marteau qui est venu pour essayer de mordre mes lampes, parce que en fait, les lampes génèrent de la chaleur, puissent de la lumière, à côté d'un endroit où il y a beaucoup de poissons. Les flashs, ça peut tout simplement, avec la recharge des accus, recréer eh bien, une onde électromagnétique qui attire le requin. Et pour certains endroits, on vous déconseille fortement d'attacher vos appareils photo. Pourquoi? Parce que les requins partent avec les appareils photo des propriétaires. Alors, pour la petite histoire, l'appareil photo, ils l'ont retrouvé 4 jours plus tard, intact. Ils ont regardé dans la carte mémoire, les requins, ils avaient fait la teuf, il y avait des selfies, la totale. Voilà, donc évitez de se retrouver en surface dans certaines situations, bien entendu. On va avancer un petit peu cette situation parce que voilà, hop. Alors lui, pareil, mauvaise visibilité, manque de son, manque de bon sens. Les requins sont des chasseurs par opportunisme. Moins il y aura de visibilité, au mieux ils se trouveront dans l'eau parce qu'ils ont d'autres sens qui leur permettent de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc, voilà, vous avez vu le grand requin blanc? Il est descendu taper son poisson à l'agachon et hop là. Alors, il y a un savant, Eric Ritter, qui a dit un jour, il n'y a pas de requin dangereux, seulement des situations dangereuses. Et rappelez-vous, le niveau d'expérience à adapter, bah, ces plongeurs-là que vous avez vus n'avaient pas l'expérience pour amorcer, vivre l'interaction et la désamorcer tout de suite après. Vous, je suis sûr que dans vos futurs plongées requins, si vous avez envie d'en faire, eh bien, vous pourrez tout simplement mesurer toutes ces mauvaises interactions pour essayer de vous retrouver dans des situations bien plus agréables à vivre. Alors, pour terminer sur l'interaction requin, parce que c'est quand même un chapitre qui représente énormément de choses, je ne peux pas vous parler de tout aujourd'hui. Si ça vous intéresse, il y a le petit livre que j'ai écrit de 300 pages qui décrit vraiment tout ce qu'il faut faire en plongée avec les requins. Par contre, on va parler du contact visuel qui est extrêmement important parce que nous, les humains, on est des animaux qui vivons à vue. 99% de nos bonnes interactions se font en fonction de ce qu'on voit. Ce qui veut dire que quand on va voir un requin qui va entrer dans notre champ visuel, la première chose qu'on va faire, c'est le suivre du regard. Il va disparaître dans le bleu dans cette direction et on va faire quoi? On va attendre que le requin revienne dans la direction dans laquelle il a disparu. Chose qu'il ne fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il va faire un premier passage d'observation. Il va se rendre compte qu'on réagit face à son approche et à un moment donné, il va disparaître et on ne le reverra pas. Il va probablement, dans 90% du temps, réapparaître dans notre dos là où le poids du regard n'existe pas. Parce que les requins, depuis la nuit des temps, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des prédateurs qui observent des proies. Et dans la savane, c'est la même chose. Si à un moment donné, les antilopes prennent le temps d'observer les guépards, qu'est-ce qui se passe? Elles se font manger. Et bien dans l'eau, c'est pareil. Si vous prenez le temps d'observer les prédateurs, vous êtes bouffé. Et le requin n'a jamais subi le poids incessant, enfin le poids lourd du regard d'un plongeur parce que ça n'est pas supposé lui arriver. Donc dès qu'un requin commence à être observé par un humain dans l'eau, il n'aime pas ça et il part. Et il va surtout essayer de se rapprocher dans votre dos pour ne pas être dérangé. Donc les requins sont fragiles, enfin sont fragiles. Non, les requins subissent votre regard. Si vous voulez faire fuir un requin, la meilleure manière de le mettre à l'écart, c'est de le regarder. Faites attention, un requin peut en cacher un autre. Essayez d'être aware, comme disait notre ami Jean-Claude Van Damme. Essayez de savoir ce qui se passe dans votre environnement. Vous évoluez dans un environnement à 360 degrés où les choses n'arrivent pas seulement qu'à votre niveau ou derrière vous, elles peuvent arriver au-dessus, mais également en dessous parce que vous n'avez pas de plafond ni de plancher qui vous empêche finalement de voir les animaux. Donc, faites attention un petit peu à tout ce qui vous entoure lorsque vous faites de la plongée avec les requins.
Les fabricants de masques l'ont très bien compris, en tout cas les masques qui font de la chasse sous-marine, ils ont teinté les vitres pour éviter que les poissons voient finalement les yeux du chasseur avant de tirer le poisson à l'agachant. La nature a bien fait les choses, hein. Vous avez vu que ce poisson papillon citron a une tache bleue sous son œil parce que plus l'œil est gros, plus le prédateur est gros. Vous voulez faire fuir un requin? Regardez-le. C'est la meilleure arme que vous avez pour le mettre à distance. Et surtout, pensez à regarder régulièrement derrière vous. Alors cette photo, il ne s'est rien passé, hein, juste la stab, donc le gilet stabilisateur a été un petit peu abîmé. Par contre, le plongeur n'a rien eu du tout. Un requin, quand il veut vous mordre, il le fait avec des intentions. Et en l'occurrence, là, ce n'était pas du tout le cas. Ici, une vidéo qui a été faite lorsque je plongeais à Tiger Beach. Tiger Beach, c'est un endroit aux Bahamas où on a une vingtaine de requins-tigres observés en permanence. La vraie question qui se pose à un moment donné, c'est oui, Steven, tu nous as dit qu'il faut regarder les requins, mais lequel dois-je regarder quand il y en a plusieurs? Qu'est-ce que vous auriez comme réponse? Le plus, le plus proche, parce que c'est celui qui a la manœuvre, la plus évidente vers nous. C'est pas le plus gros. On s'est rendu compte aussi que certaines espèces de requins eh bien, avaient tendance à utiliser un petit peu la technique de la supercherie, comme le font les vélociraptors dans Jurassic Park 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez le chasseur de vélociraptors qui est en train de viser un dinosaure et se rend pas compte qu'il y en a un autre qui arrive sur les côtés. Avec les requins-tigres, on s'est rendu compte de ça aussi parce qu'on est optimisé, enfin on est en tout cas sollicité par un animal juste ici, avant de se rendre compte que quelques mètres derrière nous, un autre requin est en train d'arriver. Rappelez-vous que ce sont des animaux curieux. Et au plus proche ils sont de vous, au mieux ils en apprendront pour savoir la nature de l'interaction qu'ils choisiront d'avoir en votre compagnie. Et voilà, donc vous avez vu, j'ai ce requin qui vient me solliciter alors que j'en ai un autre qui arrive dans mon dos. Raison de plus pour pratiquer de la plongée requin avec des plongeurs de sécurité où ces plongeurs sont dans votre dos systématiquement pour vous permettre de savoir d'où viennent les requins, notamment les grandes et les grosses espèces. Regardez le requin tigre, il suffit tout simplement de vous retourner pour le regarder et vous allez voir, hop, il va décrocher très tranquillement. Alors ici, vous avez des exemples d'approches dites en angle mort, donc les requins qui s'approchent dans le dos des plongeurs. Alors vous verrez que c'est pas parce qu'ils s'approchent dans votre dos qu'ils veulent vous mordre, mais en tout cas, ils sont curieux et surtout, ils sont affranchis du poids de votre regard. N'étant pas observés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils peuvent se permettre ce qu'ils ne feraient pas de face. Donc, un animal qui vient face à vous sous l'eau, c'est pas un animal qui vous veut du mal. C'est un animal qui sait qu'il est observé, qui sait qu'il peut être mis en danger. Alors lui, c'est un champion aussi, vous allez voir. Il fait sa petite apnée en selfie et il y a un gros requin soyeux, hop là, qui va arriver dans son dos, uniquement parce qu'il est attiré par la réflexion lumineuse du dôme. Et vous avez vu qu'il est allé sur le dôme, il n'est pas allé sur le plongeur. Là, sur la vidéo qui suit, on est avec des requins bulldogs à Playa del Carmen, des gros requins qui font presque 3,50 m et qui viennent dans le dos des plongeurs parce que justement, ils sont complètement libérés du poids du regard des humains sous l'eau. Donc, plonger à 360 degrés. Sous l'eau, c'est pas compliqué. Moi, généralement, on me demande, oui, mais si j'ai un requin qui s'approche de moi à 15 mètres, les animaux sous l'eau arrivent doucement. Alors, vous avez le temps, si le requin est devant vous à 15 mètres, de vous retourner comme ça. OK. Vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. Et je sais que derrière moi, pour l'instant, il n'y aura rien, que je pourrais me concentrer sur l'approche de l'animal qui viendra dans ma direction. Bien entendu, hein, certaines fois, lorsque les plongeurs ne regardent pas, les requins peuvent s'autoriser quelques promiscuités et parfois, voire même, toucher ou mordre. Alors, les requins n'ont pas de main. Ils n'ont aucune notion de ce que vous êtes. Et la seule manière pour eux de savoir et de définir un petit peu ce que vous représentez, c'est de temps en temps de venir et mettre juste un petit coup de mâchoire. Les dents sont rentrées. Donc l'animal n'a pas l'intention de vous mordre. C'est très, très, très rare. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors, comprendre les requins, pour finir, ça fait beaucoup d'informations. Nous, en plongée sous-marine, on se concentre exclusivement sur 7 points. On se concentre sur l'espèce, parce que vous avez des espèces qui sont considérées comme potentiellement dangereuses, d'autres qui sont plutôt considérées comme craintives, voire timides. Donc la première chose qu'on fait, c'est essayer de redéfinir l'espèce qu'on observe. Après, on va observer la vitesse d'approche. Un requin ne doit aller vite que pour 2 raisons: fuir ou chasser, les angles d'approche, etc., etc. En termes de recommandations, il faut toujours avoir une bonne préparation psychologique, si possible se faire accompagner par des professionnels, reconnaître les espèces et les approches à risque, adopter une position en fonction de l'environnement, rester groupé, calme, éviter les mouvements frénétiques, éviter de faire trop de bulles, ne pas poursuivre les requins, ça c'est à proscrire, ne pas les toucher ni les bloquer, ne pas reculer, ne pas éviter, ne pas ressembler à une proie. Quand une proie voit un requin d'après vous, elle a tendance à faire quoi? À partir. Donc, essayez de rester sur zone pour montrer votre dominance à l'animal que vous observez. Évitez les lumières artificielles, en tout cas en fonction des endroits où vous êtes. Conservez systématiquement un contact visuel. C'est vraiment la consigne la plus importante que je vous donne. Avec la dernière, si vous n'êtes pas à l'aise, vous quittez tranquillement la zone.
Voilà. Ceci étant dit, on va passer sur une deuxième partie de la conférence qui est un petit peu moins sympa. On vous parle des requins, on voit des requins à la vidéo, c'est super. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les requins sont en train de disparaître. Donc, âme sensible, s'abstenir sur certaines images. Je vais essayer de montrer le moins d'images possible de requins morts, mais actuellement, on considère qu'entre 70 et 90% des grandes populations de requins de la planète ont déjà disparu, et au cours de ces 60 dernières années. Donc, le vrai danger, c'est pas finalement les requins, c'est la disparition des requins. Et il faut vraiment s'inquiéter de ça parce que d'après les estimations faites et par les chiffres, d'ici les 20 à 30 prochaines années, la plupart des requins auront disparu de la totalité de la planète. Voilà, donc ça, c'est les espèces qui sont en déclin, hein. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que bah, les requins disparaissent de toute façon. Donc certaines espèces à 99%, comme le requin bulldog, le requin tigre à 97%, requin blanc 79%. Voilà, ça vous avez une courbe descendante sur les chiffres qu'on avait des quotas originaux et les requins disparaissent donc. On considère même hein, que jusqu'à 65%, 75%, 71% de déclin en 2018 et ça continue. Donc voilà. Il y a des infographistes californiens qui en 2013 se sont dit on va essayer de choquer un peu l'opinion publique parce que bah, il faut quand même savoir qu'il y a presque 100 millions de requins qui sont tués chaque année. 100 millions, c'est le chiffre symbolique qui a été donné, mais la fourchette, elle est entre 54 millions et 273 millions, tout simplement parce que bah, on ne sait pas vraiment. Pour essayer de choquer donc justement un petit peu les internautes, ces infographistes se sont dit voilà, il y a 10 personnes chaque année qui sont tuées par les requins. Et puis par contre, il y a 100 millions de requins qui sont tués chaque année. Ça représente combien de requins tués par heure? Ils ont fait cette image. Donc ça peut quand même faire beaucoup, sauf que la vraie image, c'est celle-là. Il y a 11 000 requins qui sont tués par heure à peu près, dans toutes les mers du monde. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Donc c'est dramatique. Et finalement, on pourrait se dire, mais s'il n'y a pas de requins, c'est pas grave, parce que je pourrais aller me baigner tranquillement, je pourrais m'assurer que mes enfants eh bien, pourront aller tranquillement faire des pâtés de sable et se balader au bord de mer. Mais il y a un vrai problème à la disparition des requins, c'est qu'il y a une régulation qui se fait du haut vers le bas. Les requins sont des animaux qu'on appelle dits clés de voûte. Au sommet des chaînes alimentaires, ils vont réguler la prolifération des espèces des stades inférieurs, allant jusqu'à l'équilibre du recyclage du dioxyde de carbone par la chlorophylle, mais également la production d'oxygène par les êtres unicellulaires. Et comme c'est présenté un petit peu ici, je vais me mettre de ce côté-là, comme ça je peux vous expliquer un petit peu. Si les requins sont amenés à disparaître, une nouvelle chaîne alimentaire va être générée. Et cette nouvelle chaîne alimentaire, du fait que les requins ne sont plus là pour empêcher l'expansion de ces espèces-là, cette espèce-là va grandir et par phénomène de cascade va générer une nouvelle chaîne alimentaire qui ira jusqu'à la destruction des êtres unicellulaires ainsi que de la chlorophylle. Plus de dioxyde de carbone, enfin plus de recyclage de dioxyde de carbone, plus de production d'oxygène. Donc la disparition des requins à l'ère du réchauffement climatique où on a des gaz à effet de serre, les déchets plastiques, la surpêche, les captures des prises accessoires, l'acidification des océans, les effets bloom, enfin les effets de bleaching, où on a les coraux qui disparaissent au fur et à mesure, est vraiment quelque chose qui doit nous concerner. On a déjà des preuves qui nous démontrent que bah, de toute façon, on est déjà dans cette phase de destruction et pas uniquement que celle des requins. Et en 40 ans, il y a des estimations qui ont été faites où les grands stocks de poissons vont disparaître. Le sort de la disparition des requins nous concerne directement et on en a déjà des premiers signes parce que les grands gourous qui voient l'avenir scientifique de ce qui se passe dans l'eau décrivaient que les méduses seraient dans les prochains siècles les espèces prédominantes qu'on a dans l'eau et c'est actuellement ce qu'on est en train d'observer. Les méduses n'étant plus du tout régulées par leurs prédateurs naturels, on se retrouve avec de plus en plus de méduses et les méduses, ça ne se mange pas. Donc on a un autre problème aussi au niveau du stock de poissons. Quel avenir allons-nous laisser à nos enfants? Parce que les requins sont véritablement en train de disparaître, comme je vous le disais. Alors, je vous ai sapé le moral pendant 5 secondes, mais rassurez-vous, il y a quand même il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'un requin vivant vaut plus qu'un requin mort. On s'est rendu compte que sur l'industrie et sur le commerce, la valeur d'un requin mort génère à peu près 50 $ US, alors qu'un requin vivant sur des sites écotouristiques peut générer jusqu'à 73, 80, parfois même 100 $ sur certains sites. Certains pays ont tellement bien compris l'importance économique des requins qu'ils ont décidé de les protéger. Il y a 28 zones sanctuarisées dans le monde pour la protection des requins où la pêche est strictement interdite. Et alors oui, vous allez me dire que c'est toujours par l'argent qu'on fait valoir une protection, mais sur ces 28 zones sanctuarisées, par notamment les Bahamas, un requin tigre
génère un profit annuel de presque 3 millions de dollars US et la plongée avec les requins correspond à 6% du PIB des Bahamas. Eh ben, ils ont fait quoi les Bahaméens quand ils ont compris ça? Ils ont protégé leurs eaux. Les Chinois en 2015 sont revenus en disant nous on vous achèterait bien vos eaux territoriales pour pêcher des requins et par contre on vous construira hôpitaux, infrastructures, aéroports, autoroutes et tout ce qui va avec. Et les Bahaméens se sont dit mais si on vous donne le droit de pêcher dans nos eaux territoriales pendant 20 ans, on va perdre cette ressource économique. Et au final, eh ben, vous aurez construit vos hôpitaux, mais derrière, nous, on aura perdu énormément d'argent. Ils ont dit non au projet chinois et ils ont continué à protéger les requins. Donc, nous, avec Shark Education, donc on a cette association là-bas qui est en stand B22 qui a pour but de transmettre la bonne parole et la protection des requins aux tout petits. Et avec ma société Shark Education, qui amène les gens plonger avec les requins, notre objectif, c'est de générer de l'écotourisme. Et en créant de l'écotourisme, eh bien, on amène les gens plonger dans ces 28 zones sanctuarisées pour continuer à faire comprendre au gouvernement que la protection des requins est importante et que bah, voir des requins vivants, c'est toujours plus sympa que voir des requins morts, surtout si ça leur permet de survivre. Donc là, normalement, il devrait y avoir un petit peu de son sur la vidéo et on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec Shark Education. Voilà, et pardon. Et pour aller plus loin, donc Shark Education est né en 2011 et la volonté en fait de créer une association qui pouvait permettre eh bien, à tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'autre bout du monde pour voir des requins, eh bien, c'est de créer la Shark Education Club. Donc, on est en B22, en stand 22. Et voilà, donc notre objectif, c'est de créer les ambassadeurs de demain en protégeant les requins. Il est pas là, Alain Laurence. D'accord, mais il devait être là pour présenter. Shark Education Club, en fait, c'est une association de la 1901 qui œuvre pour la protection et la connaissance des requins auprès du jeune public en France, notamment autour de Toulouse. Donc nous, on utilise notre expérience de terrain directement avec la Shark Education pour transmettre des informations et permettre eh bien, à la Shark Education Club de pouvoir revenir avec une expérience beaucoup plus étoffée. Et on est inscrit à One Person for the Planet. Ça nous a permis de pouvoir construire le requin Hubert, est une femelle. Je ne sais pas si vous êtes passé par le stand, il y a Alain et Laurence qui s'occupent de présenter un petit peu cet atelier. C'est quand même quelque chose de super sympa à faire. Et l'année dernière,
plus de 1 800 enfants de différents cursus scolaires ont eu la chance de recevoir la bonne parole des requins. Donc, si vous avez envie de participer à une présentation ou de passer nous voir pour essayer de nous aider à créer notre nouvelle armée de défenseurs des requins du futur, eh bien, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci d'avoir été présent pour m'écouter ces 45 dernières minutes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions. Merci beaucoup. Oui. Vous avez partagé que vous avez rencontré un requin femelle pendant une dizaine d'années et je me demandais qu'est-ce que vous pouviez nous partager dans la relation que vous aviez eue avec ce requin, comment ça s'est passé et toujours dans la même question, enfin, ce que vous avez ressenti dans la relation. Et aussi, j'étais très étonnée parce qu'apparemment, dans certaines photos, vous touchez des requins et j'ai eu l'impression que certains requins cherchaient, même parfois le toucher. Voilà, donc ça, c'est la deuxième question. Alors la femelle en question, c'est une femelle requin bulldog qui s'appelle Tache Blanche. On l'a appelée comme ça parce que la première fois qu'on l'a observée, elle avait une tache sur la pectorale, donc qui était liée tout simplement à probablement un combat qu'elle avait eu avec un autre requin. Elle a cicatrisé extrêmement vite. Elle a perdu sa tache blanche, mais on a conservé le nom. Et c'est une femelle dominante. Les requins bulldogs sont des animaux grégaires. Ils vivent en groupe et il y a des dominants. Il y a des alphas et des bêtas. Et cette femelle-là est une femelle alpha, donc qui domine le groupe. Hiérarchie de dominance des femelles sur les mâles. Et c'est un requin qui a enfin qui a beaucoup d'audace. Donc les relations que j'ai pu entretenir avec cette femelle-là, parce que je venais au Mozambique à Punta do Ouro chaque année, tout le mois de février, où je capitalisais une soixantaine de plongées auprès de cette femelle euh, chaque année. Et je ne sais pas si ce requin se souvient de moi chaque année quand je la vois, mais moi en tout cas je me souviens d'elle. Et je me rends compte que d'année en année, elle prenait de plus en plus de confiance auprès des plongeurs et elle s'autorisait. Enfin, faut s'imaginer ce que ça fait quand même 3,50 m. Voilà, on est sur un requin qui fait presque ça en termes de taille. Et pour un requin bulldog, abdomen dos, on est à peu près sur un requin qui fait cette taille-là. Donc c'est très intimidant. Et c'est surtout que c'est un requin qui vient du toucher. Elle arrive avec sa nageoire pectorale et elle s'autorise un petit toucher. Elle part, elle revient et elle fait la même chose avec nos palmes. Elle fait la même chose avec nos bouteilles. Elle approche d'un onde d'eau. Et le truc, c'est que elle a tendance à faire monter tout le groupe de requins bulldog avec elle. Elle envoie le signal comme quoi tout est bien et elle nous ramène tous les requins. Donc c'est super parce qu'à la latitude, c'est la première femelle avec laquelle on tombe dès qu'on se met à l'eau. C'est des grandes dérivantes. Il faut s'imaginer qu'on est en pleine dérive dans le canal du Mozambique. Parfois, on fait jusqu'à 8 km de dérivante. On plonge accroché à une énorme bouée qui est reliée à un zodiaque en visu en surface et on drift en fait. Et cette femelle, dès la mise à l'eau, est présente. Et au fur et à mesure, elle va nous chercher les requins du fond et elle les faire monter pour interagir avec nous. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier. On est en train de terminer un film où justement elle a un rôle prépondérant en tant qu'actrice dans le film qu'on est en train de réaliser qui passera sur Ushuaïa TV. Et la relation au fur et à mesure du temps, c'est que je me suis rendu compte que c'était un requin qui, avec tout type de plongeur, prenait vraiment la confiance, quoi. Donc c'était quand même assez sympa de se mettre dans l'eau et de la voir au fur et à mesure parce qu'on se disait, elle est là, super, on va passer une bonne plongée. Et à chaque fois, c'était des plongées 5 étoiles, des plongées fabuleuses. Malheureusement, ça fait 3 ans qu'on l'a pas revue. Et on pense que c'est une femelle de 3,50 m qui a un requin bulldog, ça vit une cinquantaine d'années. Et ça peut pas dépasser 3,50 m. Donc on suggère qu'elle avait atteint son âge. C'était une petite grand-mère, en fait, hein, une ambassadrice des requins qui a survécu jusqu'à cet âge-là et qui va probablement perdu la vie. Je ne sais pas si elle a été pêchée, on ne sait pas si elle est morte de cause naturelle. Mais en tout cas, elle nous manque beaucoup. J'étais au Mozambique, là encore, au mois de février cette année. Et ça nous fait un petit pincement au cœur quand on la voit pas. Alors après, la deuxième question sur le contact. Le contact, nous, on vient pas le chercher, hein. C'est les animaux qui viennent nous voir. Alors parfois, le contact, il est suggéré parce que les rencontres sont provoquées, dans le sens où il y a de la nourriture dans l'eau. Alors ça, c'est dans le cadre d'expériences scientifiques la plupart du temps parce qu'on a besoin d'être au contact des animaux pour poser des tags, par exemple. Mais sinon, dans un contexte purement naturel, donc de rencontres fortuites, quand les animaux viennent au contact, c'est eux qui viennent le demander. Et nous, on les repousse, l'objectif étant d'avoir une approche la moins intrusive possible avec eux quand même. Voilà. Ah oui. Avec tache blanche, je voulais dire. Oui. Ouais, ouais, bah, en fait, si vous suivez un petit peu, continuation un petit peu ce qu'on fait avec Shark Education, il y a vraiment ce film qui sortira sur Ushuaïa fin d'année,
Et les 25 premières minutes du film sur un 52, c'est la relation qu'on a avec Tache Blanche, en fait. Donc, et c'est surprenant parce que le club de plongée avec lequel je travaille sur place a un moniteur qui est dans l'eau tous les jours. Donc lui, il passe encore plus de temps dans l'eau avec Tache Blanche et elle s'autorise des attitudes avec certains plongeurs qu'elle ne s'autorisera pas avec d'autres. Comme si elle nous reconnaissait, en fait. Mais on n'a pas le droit de le dire, ça. Sur le plan scientifique, on n'a pas le droit de dire le requin nous a reconnus. Donc c'est de l'anthropomorphisme pur, mais qui est basé sur des émotions et sur du vécu et du ressenti. Donc c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Merci. Oui. Alors moi, j'ai une question un peu plus pessimiste. Vous avez parlé un peu des nombres de morts. On entend tous les ans qu'à La Réunion, par exemple, il y a eu des surfeurs qui sont morts à cause. Pourquoi les requins vont attaquer, par exemple, les surfeurs alors qu'il n'y a pas de contact et qu'ils sont en train... Il doit y avoir une raison. Alors, c'est un pardon, vaste sujet qu'est les incidents hommes-requins. Alors, mon ancien directeur de thèse, Eric Clua, qui lui est en train de faire des recherches sur la personnalité des requins, s'est rendu compte et suggère qu'en fait, on a chez certaines espèces de requins, chez certains individus de requins, un comportement qui va changer et qui va orienter, entre guillemets, sur son régime alimentaire sur un panel beaucoup plus large. Donc, on va parler carrément de requins dits à caractère atypique et qui permettraient donc d'explorer un régime alimentaire plus large, plus vaste, plus varié, dans lequel ils pourraient inclure, par exemple, l'être humain. Et ces requins à caractère atypique, c'est ce qu'on pourrait aussi considérer comme des serial killers chez nous, les humains. Il y en a qui vont changer complètement leur comportement et qui vont décider de tenter des morsures alimentaires ou des morsures exploratoires sur les humains. Donc ça peut être un requin pour 35 000, comme ça peut être un être humain sur des millions. Ce qui se passe véritablement à La Réunion, c'est qu'il y a un épiphénomène dans lequel on a 57 cas, enfin 57 facteurs qui expliquent véritablement les accidents, non pas que sur les surfeurs, mais d'une manière générale. Donc, c'est difficile d'énumérer les 57 facteurs en ce moment, mais le problème réunionnais, il est lié d'une mauvaise gestion des déchets sur place. Il est lié aussi d'une écologie des requins qui était absolument inconnue. On ne savait absolument pas comment vivaient le requin bulldog et le requin tigre de l'île de la Réunion. Donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui ont su démontrer que, par exemple, il y a 2 périodes dans l'année où il y a une surconcentration de mâles et de femelles. Et les mâles sont extrêmement agressifs. Il faut quand même savoir que le requin bulldog, c'est c'est le requin qui a le plus haut taux de testostérone dans son organisme. Testostérone égale agressivité, hein, automatiquement. Donc, ça peut aussi justifier le fait que, en présence de mâles, de territorialité, de compétition alimentaire, de compétition sexuelle aussi, parce qu'ils viennent s'accoupler, il y ait certains animaux qui aient développé des techniques de démonstration pour les femelles, en leur disant bah regarde, moi je suis un mâle qui va se nourrir facilement, donc choisis-moi. Et donc ils pourraient monter à ce moment-là sur des surfeurs. Il y a probablement aussi de la territorialité, donc voilà. Ah mais le requin n'est pas méchant. Les accidents. Alors bien sûr, ça donne une mauvaise presse au requin, bien entendu, mais ce ne sont pas des. Alors, si on part du côté du principe que c'est un requin à caractère atypique, la morsure est dirigée. Si on part du principe que ce sont des requins normaux, le requin est pragmatique, fait une erreur malheureusement, mais n'est pas du tout intéressé. Voilà, je suis désolé, on m'a fait signe de couper. Donc si vous voulez poser vos questions, on se retrouve au stand 22. Et une fois de plus, merci à toutes et à tous de votre attention. Merci.